Bien, on va attaquer notre premier panel qui nous mènera à l'heure du déjeuner. Et dans le cadre de ce panel, nous aurons, mesdames et messieurs, je vais vous proposer le format de travail. Nous allons avoir une introduction faite par un des directeurs de la Direction générale des impôts. Ensuite, on donnera la parole au modérateur et l'ensemble des intervenants vont être interrogés par le modérateur. Nous allons, je voudrais saluer la présence des différents intervenants. Évidemment, Monsieur Zoé Charfi, qui est secrétaire général du ministère et qui assurera la modération de ce débat. Monsieur Khalid Safir, qui remplace le ministre délégué à l'Intérieur, directeur général des collectivités locales, Madame Fouzié Zerbo, directrice du Trésor et des Finances extérieures au ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur Desbilima, ancien ministre, Monsieur Rabi, président de la Commission permanente des affaires économiques et des projets stratégiques au sein du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur Bert Brice, expert international en charge des études de politique fiscale pays dans les CDE, et le doyen Aboutef Komad de la faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université Hassan II à Casablanca. J'espère que je n'ai oublié personne. On va commencer, et madame, messieurs, l'exercice va être extrêmement périlleux pour vous, je vous le dis d'avance, parce que vous êtes juste avant le déjeuner, et il va falloir qu'on gère le temps, mais on va prendre quand même le temps de vous écouter, de débattre. Et si vous voulez me laisser un peu de temps, je donnerai la parole un peu à la salle, et peut-être on ira voir s'il y a des questions dans les régions. On va donner la parole à Sidis Brada pour la DGI. Sibrada, ça va être au chrono, 5 minutes. Et c'est moi qui vais vous taxer dorénavant si vous ne gérez pas le temps. Introduction. On va commencer par la présentation de la DGI. Allez-y. D'accord. En régie, si on peut avoir la présentation, s'il vous plaît, comme ça on gagne du temps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'égalité devant la loi et l'égalité devant l'impôt constituent le pilier du contrat démocratique. Ce contrat social, résolument tourné vers la construction d'un avenir commun dans le respect de nos valeurs de solidarité. Droit construit sur la confiance, condition essentielle pour enclencher le cercle vertueux du futur modèle de développement. Ok, c'est bon. Modèle basé sur la relance de la croissance et la création de plus d'emplois, en particulier pour les générations futures. Réduction des inégalités sociales et territoriales. Une meilleure intégration dans notre environnement régional et international. Et une gestion optimale et intégrée des grands axes de nos politiques publiques. Nos chiffres, qui sont en consolidation depuis les dernières années, reflètent malgré tout le besoin d'évolution vers un modèle plus efficient, un meilleur rendement et un meilleur rééquilibrage de la structure, progressif, une meilleure répartition de la pression fiscale et en définitive plus égalitaire. Effectivement, 80% des sociétés, 80% des recettes d'IS est assurée par 0,8% des entreprises. 73% de l'IR salaire est assuré par 4,3% des salariés. Le nombre de déclarations IS déficitaires ou nulles est de 67%, et pour ce qui est de la TVA, les déclarations créditrices ou nulles sont de 73%. Un système fiscal
est par essence une combinaison d'une réforme, d'une modernisation permanente et d'une perception par les opérateurs économiques et les contribuables. Au niveau de la perception, notre système est perçu comme injuste, pression sur le travail, concentration, dépenses fiscales, comme complexe multitude des taxes, des impôts, des taux, comme inefficient, un contribuable sur deux ne respecte pas ses obligations, et fraude et évasion fiscale, et en quatrième lieu, instable, et le graphe vous montre un type le nombre de dispositions qui ont été adoptées durant la période 2010-2018. C'est vrai que pendant les 3 dernières années, il y a une augmentation, mais c'est dû en partie aux recommandations des assises de 2013. Dans le cadre de ces assises, il faut garder en tête les enjeux centraux et multidimensionnels des politiques fiscales. Il s'agit de sauvegarder les équilibres macroéconomiques, de compétitivité et d'élargissement de la base, des enjeux redistributifs du système fiscal, de stabilité et de lisibilité du système fiscal, de conformité internationale et de modernisation de l'administration. À ce titre, notre système fiscal doit s'atteler aux principes fondamentaux suivants. Système fiscal vecteur de cohésion sociale. Système fiscal dans l'optique de la régionalisation avancée. Système fiscal en phase avec les exigences de la compétitivité du système productif. Système fiscal répondant aux normes et standards internationaux. Promouvoir la fiscalité verte, plus d'efficacité de la politique et de l'administration fiscale pour lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. Merci pour votre attention. Bravo pour la ponctualité, très appréciable. Merci beaucoup, Sibrada. Monsieur le modérateur, 5 minutes pour planter le décor et 40 minutes avec vos panélistes. Merci. Bonjour tout le monde. Bien sûr, permettez-moi de commencer par dire l'honneur et les plaisirs qui sont les miens de modérer ce premier panel, de commencer également par remercier mes camarades et collègues de la Direction générale des impôts pour le formidable travail accompli sur les derniers mois avec à leur tête mon ami Omar Favage. Je crois que depuis quelques semaines, ils ont oublié le concept du week-end et ça a été un long labeur. Mais alhamdoulilah, nous avons aujourd'hui de la matière riche pour nous mettre en situation de débattre utilement concernant le devenir de notre pays. Bien sûr, notre panel, c'est la fiscalité et le modèle de développement. Beaucoup de choses ont été dites sur ce modèle. S'il fallait retenir 2 idées uniquement pour matérialiser ou en tout cas incarner ces insuffisances, c'est que bien entendu dans notre pays, nous connaissons sur les dernières années un ralentissement du rythme de la croissance et que par ailleurs cette croissance crée aujourd'hui 2,5 fois moins d'emplois qu'elle ne créait il y a encore quelques années. Face à ce constat, la réponse est claire. Nous devons de créer plus de richesses, nous devons veiller à une meilleure répartition des fruits de la richesse et nous devons faire de l'emploi la variable centrale de toutes les politiques publiques. La question du modèle de développement a une multitude de dimensions. Et bien entendu, c'est une question qui interpelle sur le rôle et le poids de l'État dans un pays. Le débat sur l'État est connu, avec ces débats en termes de plus d'État, de moins d'État, qui souvent s'achèvent sur une nécessité d'un mieux d'État. Les équations sont connues. D'un point de vue économique, quand on parle de l'État, bien sûr, on parle des prélèvements, de leur poids, de leur structuration. Et par ailleurs, nous parlons de la dépense publique et avec les nouveaux impératifs, de la rationaliser, de l'évaluer, d'optimiser la qualité de prestation de services. Et bien entendu, sur ces aspects liés à la dépense, nous avons d'énormes espaces de progrès devant nous et nous ne pouvons pas avancer sur la dimension des recettes sans traiter parallèlement la question de la dépense. Mais bien entendu, quel que soit le regard que nous avons sur les prestations de l'État, je pense que nous avons tous cette conviction que notre pays, dans son stade de développement, a besoin d'un État fort, d'un État qui dispose des moyens, d'abord pour nous protéger, pour assurer notre sécurité,
pour doter le pays des infrastructures encore nécessaires, pour mieux prendre en charge les passifs sociaux et régionaux. Et bien entendu, nous avons aussi besoin d'un État qui soit régulateur, qui soit facilitateur, qui soit accompagnateur, qui libère les énergies, et un État qui veille à réunir les conditions d'un mieux vivre collectif, d'un mieux vivre ensemble. Nous avons besoin de cet État, il doit se réformer, il doit évoluer, mais bien entendu, dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, nous avons tous des attentes. Nous rêvons d'un modèle de développement qui fera qu'un jour, nous sommes un pays compétitif, nous serons un pays compétitif qui crée suffisamment d'emplois pour sa jeunesse. Nous rêvons d'un pays qui fera des contraintes du développement durable ou du changement climatique un nouveau moteur de croissance. Nous rêvons d'un pays où les régions deviennent des vecteurs de création de richesses. Nous rêvons d'un pays où l'administration sera une administration efficiente, résolument au service des concitoyens, résolument au service de l'entreprise. Nous rêvons d'un pays qui avance dans la construction de l'état de droit, un pays où les citoyens ont des droits qui sont respectés et où le citoyen a des obligations qui se doit de respecter, un pays où la règle est définie dans la clarté, où cette règle s'impose de la même manière à tout le monde. Bien entendu, ce sont des espaces importants pour nous tous, et c'est bien sûr tout ça qui devrait être au centre de ce modèle de développement. Sur l'ensemble de ces aspects, la fiscalité peut être partie prenante, elle peut être concernée. Elle n'est pas l'unique réponse. Il ne faut pas charger la fiscalité de plus qu'elle ne peut porter. La fiscalité est un élément central des politiques publiques, mais bien entendu, elle l'est parmi d'autres. Et bien sûr, sur ces aspects-là, durant toutes ces journées, on verra qu'à travers la fiscalité, on peut favoriser ou pas le développement régional, on peut réduire les inégalités, on peut améliorer la compétitivité, on peut encourager le développement des énergies vertes, on peut faire des tas de choses à partir de la fiscalité. Et donc ce besoin aujourd'hui d'une vision globale, coordonnée, d'une vision qui intègre le tout dans un ensemble qui serait un code général des impôts, avec sa fiscalité d'État, avec sa fiscalité régionale, et avec sa parafiscalité. L'état de droit aussi, c'est qu'aucune forme de prélèvement ne se fasse en dehors du législatif. Toutes les décisions de prélèvement ne peuvent relever du seul exécutif. La parafiscalité doit aussi relever du législatif. Voilà, je ne voudrais pas être très lent. Nous sommes un premier panel avec des collègues qui sont bien sûr invités à parler vrai. Vu la qualité des interventions, j'ai aucun doute qu'il n'y aura pas de langue de bois. C'est un moment de vérité pour nous tous. Ce qui doit être dit dans la responsabilité, parce que nous devons, dans ce panel et dans les autres panels également, parler plutôt de l'avenir. Donc si nous avons 45 minutes, j'espère qu'au plus on aura 20 minutes dans de nouveaux diagnostics, parce que nous avons, je crois, suffisamment de diagnostics. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les réponses. Ce qui est important, c'est les propositions pour construire une loi cadre qui donne de la visibilité et qui trace le chemin sur les 5 années à venir pour avoir enfin en 2024 ce système fiscal espéré par nous tous et j'espère dans le cadre de très larges consensus. Je poserai 2 questions à mes collègues panélistes avec peut-être des déclinaisons particulières. La première, bien sûr, c'est quelle est la place de la fiscalité dans le modèle de développement, quelle est l'importance de la fiscalité à leurs yeux. Et la deuxième, puisque nos assises sont placées sous en tous les cas le label de l'équité fiscale, comment cette équité s'exprime-t-elle, comment ne s'exprime-t-elle pas, et où sont les poches ou les domaines où il y a absence d'équité, et bien sûr, de leur point de vue, quelles sont les mesures importantes que nous devons prendre pour traiter cette question d'équité fiscale. J'espère qu'à la fin de ce panel, j'aurai au moins une dizaine de propositions qui devront figurer in fine dans les recommandations qui seront retenues dans la séance de synthèse de samedi fin de journée. Donc je reviens vers les panélistes. Ça marche ? Et donc, si vous me le permettez, je voudrais commencer par Madame, d'abord, honneur aux dames, honneur à ma collègue directeur du Trésor et des Finances extérieures. Quelle est l'importance de la fiscalité? Et peut-être, si tu le voulais bien souligner à partir davantage de la dimension macroéconomique, des équilibres macroéconomiques, en quoi la fiscalité joue aussi une fonction importante. Madame Zabou, s'il vous plaît.
Merci, M. Chauffé. Donc, je crois puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais zapper une petite partie et je vais attaquer directement à la question du point de vue des enjeux de la fiscalité par rapport à nos équilibres macroéconomiques. J'essaierai de montrer ce qui est mon point de vue, c'est que dans le contexte actuel de nos équilibres macroéconomiques, la fiscalité est l'instrument de choix si l'on veut assurer à notre nouveau modèle de développement les conditions d'un financement harmonieux. Pour illustrer mon propos et montrer pourquoi la fiscalité représente un enjeu important pour nos équilibres macroéconomiques, je présenterai dans un premier temps les contraintes qui pèsent sur nos équilibres macroéconomiques actuellement et qui limitent la capacité de notre économie à faire face à des dépenses supplémentaires, à de nouvelles charges de financement. Dans un deuxième temps, je tracerai quelques principales tendances de l'évolution de ces contraintes à moyen terme pour là aussi montrer que les marges de manœuvre actuelles et à moyen terme ne sont pas très importantes et que la fiscalité et que le salut ne peut provenir que de la fiscalité. Donc pour comprendre les contraintes qui pèsent sur nos équilibres macroéconomiques et qui réduisent dans une grande mesure les marges de manœuvre dont notre économie dispose, il est utile de remonter à la crise financière internationale de 2008 pour voir comment nos marges de manœuvre se sont amenuisées et pourquoi elles restent toujours réduite 10 ans après l'éclatement de la crise. Donc, pourquoi je remonte à la crise de 2008, même si ça peut sembler loin, c'est parce que c'est au moment de cette crise et des développements qui l'ont suivi c'est la crise et les développements qui ont suivi qui expliquent l'amenuisement de nos marges de manœuvre. Vous le savez tous, en 2008, à la veille de la crise, nous avions un excédent budgétaire de 0,5% du PIB et notre déficit courant de la balance des paiements était quasi stable et nous avions des avoirs extérieurs qui représentaient l'équivalent de pratiquement 9 mois d'importation. Alors comment toutes ces marges se sont réduites pendant cette période? Alors comme vous le savez, la crise a impacté notre économie à travers la réduction de la demande étrangère adressée à notre pays. Alors que cette demande étrangère qui était adressée à notre pays connaissait des taux de croissance de pratiquement 7% en moyenne par année sur la période qui a précédé la crise, cette croissance n'était plus que de 2% sur toute la période entre 2009 et 2014. Il y avait un risque d'un arrêt brutal de l'appareil de production. Et donc, pour maintenir l'appareil de production en marche, le gouvernement, parce qu'il disposait de ces marges de manœuvre, a adopté une politique contracyclique pour remplacer la baisse de la demande étrangère par la demande intérieure dans ces deux dimensions, la consommation et l'investissement. Donc pendant cette période, nous avons connu des augmentations de salaires, deux réductions successives de l'impôt sur le revenu, une réduction de l'impôt sur l'IS et le doublement des dépenses publiques d'investissement. Bien sûr, la Banque centrale a de son côté utilisé ses marges de manœuvre parce qu'il y avait aussi une situation d'assèchement des liquidités. Donc elle a utilisé la réserve obligatoire qui était de 16,5% en 2007. Elle l'a réduite à un niveau de pratiquement 4%, ce qui a permis de libérer quelque chose comme 60 milliards de dirhams pour augmenter la liquidité de l'économie. En fait, tout ça pour dire que les marges de manœuvre dont nous disposions ont été utilisées pour faire face à la crise. La durée de la crise a été plus longue que prévu. En parallèle, nous avons eu l'augmentation des cours du pétrole, une très grande flambée. Et tout de suite, non seulement nous nous sommes retrouvés dans des situations où nos marges étaient épuisées, mais où les déficits ont commencé à augmenter. Et 2012, on s'en rappelle tous, c'est l'année où le déficit budgétaire a atteint 7% du PIB et où le déficit courant de la balance des paiements a atteint 9,5% du PIB. Alors pour financer ces déficits jumeaux, il fallait bien sûr d'une part augmenter la dette, qui a augmenté en quelque temps de 13 points, et opérer aussi une ponction importante sur nos avoirs extérieurs. Sur les seules années 2011-2012, la ponction a été de 53 milliards de dirhams.
et nos avoirs extérieurs se sont réduits à l'équivalent de 4 mois d'importation, alors que, comme je l'ai dit, on était à une situation où nos avoirs représentaient l'équivalent de 9 mois. Donc, cette crise, bien sûr, cette augmentation des déséquilibres macroéconomiques s'est traduite tout de suite par une révision de la perspective stable de notre économie de par une agence de notation. Et il y avait un risque que nous perdions la confiance dans la communauté financière internationale. Donc nous avons conclu la ligne de précaution et de liquidité en 2012 et le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de réformes pour réduire les déséquilibres. Et en 2017, le déficit budgétaire et le déficit courant sont revenus à des niveaux soutenables de respectivement 3,5% et 3,4% du PIB. La dette, elle aussi, s'est stabilisée à 65% du PIB. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nos équilibres macroéconomiques sont sur une trajectoire soutenable. Mais cette trajectoire doit être consolidée car l'économie mondiale, malgré certaines améliorations, continue toujours à être volatile et incertaine. Tu me regardes, j'arrête. Je te demanderai peut-être d'aller vers des formes de conclusion à ce stade, Voilà. s'il te plaît. Donc, je disais que la pression sur nos équilibres macroéconomiques, malgré le rétablissement de ces équilibres, continuera. Parce que si je prends, pour exemple, la seule année 2018, où nous avons dû faire face à un choc très important, notamment au niveau de l'augmentation des cours du pétrole, la trajectoire a très vite dévié, bien sûr légèrement, mais il y a quand même eu une déviation, parce que le déficit est revenu à 3,7% du PIB, et le déficit courant à 5,4% du PIB. Bon, voilà, je crois que c'est... Merci Fouzia, en tous les cas. Peut-être pour partager la parole, je retiens l'idée que, bien entendu, les équilibres macroéconomiques, c'est extrêmement important, qui sont liés entre eux, et qu'il fut un temps où nous avions des marges importantes qu'on a, pour l'essentiel, épuisées. Nous restons dans une situation d'équilibre préservé, mais avec un pétrole à $65, $70. Donc le contexte international n'est pas particulièrement propice. Et bien entendu, un déficit d'avance des paiements a aussi un impact sur le déficit budgétaire et les conditions de financement du Trésor, puisque bien sûr, il y a une raréfaction de la liquidité. Et tout ça impacte aussi les conditions de financement de l'économie. Si le Trésor est très déficitaire, il a une présence massive en termes de levée des ressources. Il peut impacter la courbe des taux d'intérêt et porter préjudice aux acteurs économiques, donc c'est des choses importantes. Et peut-être pour rester dans ce premier niveau global, je donnerai la parole au doyen Comat, qui est notre doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de Casablanca, une des grandes universités de ce pays, avec peut-être une double question, l'importance de la fiscalité dans le modèle de développement, mais aussi est-ce que la fiscalité peut jouer un rôle dans la réduction des inégalités sociales? Parce que c'est aussi le sujet. Bien sûr. Merci, Monsieur le secrétaire général, M. Chorfi. En fait, je tiens tout d'abord à vous remercier d'impliquer l'université, de m'impliquer dans cet important débat. Donc, je rappelle que l'université Hassan II, la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, s'est invitée à ce débat depuis le discours du 13 octobre 2017 par Sa Majesté, appelant à la réflexion à un nouveau modèle économique. Nous avons organisé 2 grands événements. Un symposium le 21-23 mars 2018 sous le patronat de Sa Majesté sur la logique et la portée des modèles économiques. Et puis un mémorandum avec une dizaine de propositions concrètes que nous avons présentées le 21 mars 2019. Alors bien sûr, au cœur de ces débats, de cet échange, bien sûr la question de la fiscalité est présente, mais je ne vais pas rappeler toutes les propositions. Peut-être que je vais vous focuser sur 2-3 volets en relation avec votre question. Le premier volet, ce sont les inégalités sociales. Alors, quel est l'état des lieux au Maroc? Au Maroc, effectivement, nous avons enregistré une réduction du taux de la pauvreté qui est passé de 15% en 2001 à 5% en 2014. Donc, sur ce plan-là, il y a une avancée notable. Mais par contre, 2 éléments à noter. Le premier, c'est qu'il y a encore une forte présence d'une classe qu'on peut appeler vulnérable, c'est-à-dire qu'il est un peu au-dessus de la pauvreté, mais qui est proche de la pauvreté, et qui se situe à 15 à 16%. Et donc ça, c'est un élément fondamental.
Et donc, il y a une certaine fragilité malgré cette augmentation, plutôt cette réduction du taux de la pauvreté. Le deuxième constat, ce sont les inégalités sociales. Et sur ce plan-là, on le sait, le Maroc a, en fait, on a l'indice de Gini qui mesure les inégalités sociales. Le Maroc est situé au niveau de l'Afrique du Nord, considéré comme le pays le moins égalitaire, et il est situé dans les 50% des pays les moins égalitaires au niveau de la planète. Donc, c'est une réalité. Donc, nous souffrons d'inégalités sociales. Donc ça, c'est un constat. Mais le deuxième, c'est que ces inégalités ont tendance à se creuser. Selon les données de la CNSS, la part des revenus de la classe la moins payée, en fait, elle est descendue de 4,5% de la masse salariale à 2,4%. Par contre, la part des 10% qui ont le revenu le plus élevé a augmenté de 45% à 63%. Donc, ce qui fait que, pas seulement que nous avons un indice de Gini qui est stable depuis une vingtaine d'années, qui est situé aux alentours de 0,39%, mais en même temps, les inégalités ont tendance à croître. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et lorsqu'on évoque les inégalités, en fait, on peut les appréhender sur deux dimensions. Bien sûr, il y a la dimension sociale, à laquelle on pense d'une manière spontanée, parce que c'est vrai, si on veut vers une certaine équité et justice sociale, il faut aller vers une réduction des inégalités en termes de revenus. Mais également, la dimension fondamentale, c'est la dimension économique. Parce que lorsqu'on évoque ces inégalités, il touche essentiellement ce qu'on appelle la classe moyenne. Et la classe moyenne a un rôle fondamental au niveau de la dynamique économique. Tout d'abord, le marché, la demande. Aujourd'hui, la classe la plus propice à créer de la demande, c'est la classe moyenne, parce que la classe supérieure a tendance à consommer des produits importés, et la classe revenu le plus bas, il n'arrive même pas à subvenir à ses moyens élémentaires. Et donc la dynamique économique, bien sûr, dépend beaucoup du renforcement de cette classe moyenne. La deuxième chose, c'est cette opportunité en fait, d'utiliser des compétences, parce que même la proportion à épargner, à investir, à créer de la valeur, qui aujourd'hui se limite à la classe supérieure, peut s'étendre à une classe moyenne si on a une classe moyenne forte. Et donc, on créerait plus de richesse, plus de dynamique économique. Et donc, la question des inégalités sociales, nous considérons que c'est une question cruciale. La deuxième question, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais me limiter à un deuxième point, c'est l'investissement. L'investissement, là également, ça a été dit tout à l'heure, le Maroc consent un effort important dans le domaine notamment de l'investissement public, qui aujourd'hui est situé à 31% de PIB, qui est un des taux les plus élevés dans le monde, mais avec un impact limité en matière de création d'emplois et de croissance. Et il se trouve que nous sommes un pays en pré-émergence. Et tout à l'heure, la question de la trappe de l'émergence a été évoquée pour éviter un peu les limites qu'ont connues d'autres pays qui ont procédé le Maroc dans ces transitions. Le Maroc a besoin d'une transition. Tout d'abord en matière d'investissement, pour qu'il y ait davantage d'investissement du privé, mais également une transformation de sa structure productive pour aller davantage vers des secteurs à plus de valeur ajoutée. Et la question tout à l'heure de la formation, des compétences, etc., a été évoquée. Donc, sur ces deux aspects, l'aspect de la réduction des inégalités et l'aspect de l'orientation de l'investissement vers, d'une part, un investissement privé et d'autre part, un investissement plus créateur de valeur ajoutée et basé sur les compétences et sur les nouvelles technologies. Merci, professeur et doyen Komad. Bien sûr, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour que sur ces deux aspects de réduction des inégalités sociales et d'investissement, en fin d'atelier, vous me fassiez une proposition de recommandations de mesures, parce que nous sommes aussi à la recherche des solutions et c'est important. Je vais aller maintenant, avant de revenir vers Sissafé, vers Sibn Hima, un homme à un parcours extrêmement riche. Et si vous avez un sujet de dissertation, fiscalité, modèle, développement, j'aimerais bien lire la copie et l'écouter avant de la lire, s'il vous plaît. Merci, Sizouhed. Moi, je voudrais revenir à, disons ce qu'on a dit, le lien entre la discussion sur la fiscalité et le nouveau modèle de développement.
Premièrement, un modèle de développement, il n'est pas uniquement un objectif économique, il a des objectifs bien plus élevés que ça. L'harmonie sociale, l'intégration de l'individu, l'épanouissement personnel. Et on peut imaginer dans un modèle de développement des tas de lois et de questions qui sont en fait sur les relations sociales. Mais moi, j'appartiens à une génération qui pense que quand même, le déterminant de toutes ces questions-là, d'harmonie sociale et tout, c'est l'économie. Ce sont les orientations économiques. D'où première importance apportée donc à la fiscalité. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on ne va pas connaître réellement une modification énorme du modèle de développement en cours. Le modèle de développement en cours, il est basé sur l'idée que l'initiative privée est le meilleur moteur de développement et de croissance et que l'ouverture au marché mondial s'impose à un pays comme le nôtre qui n'a pas de ressources naturelles. Ça ne va pas changer. Moi, je ne crois pas. Alors, si on va changer ça et dire que l'État va renationaliser tout, on entend parler de la renationalisation de la Samir, mais ça y est, on peut aller, on peut faire le reste aussi, les banques, les fermes, Non. Et il n'y aura pas de retour en arrière et nous allons rester dans ces deux hypothèses fondamentales. Mais le travail sur le nouveau modèle de développement va se scinder après en deux. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans les fondamentaux? Je crois que Simad Barada a parlé des règles, n'est-ce pas, du libéralisme. Qu'est-ce qu'il y a dans les fondamentaux du libéralisme que nous n'avons pas respectés? Une des raisons, j'y reviendrai après quand on parlera des mesures à faire, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de discussion et que le libéralisme est rentré par effraction et par force. Et de ce fait, il y a un certain nombre de points qui étaient présents dans le consensus de Washington, dans le plan d'ajustement structurel, qui ont été laissés de côté. La gouvernance, on en a parlé, mais ce n'est pas réellement amélioré. L'économie de rente, des privilèges, on en a encore parlé ce matin. Et l'équité fiscale, en plein dans les objectifs du PAS et du consensus de Washington. Et on en est encore aujourd'hui à dire qu'elle n'est pas là. Et les chiffres amenés par M. Benchaboun, qui déjà, j'ai vu dans la presse électronique, font déjà du bruit. Eh bien, on est encore en ça. Donc, un des premiers objectifs du nouveau modèle de développement, à mon sens, ça va être récupérer les fondamentaux du modèle que nous avons déjà adopté depuis les années 80. Et c'est une bonne nouvelle, parce que le respect de ces règles fondamentales va probablement nous apporter des opportunités de croissance, de création de valeur et d'intégration de la jeunesse dans l'emploi. En tout cas, nous ne sommes pas dans la situation de certains pays occidentaux qui ont épuisé le modèle. Notre modèle, il a atteint des limites, mais une partie des limites qu'il a atteintes viennent du fait qu'on n'a pas respecté le modèle. Le modèle, il impose une régulation forte des marchés. Ce n'est pas la liberté du loup dans la bergerie. Nous, les loups, Mohamed Najidi, n'ont même pas attendu la nuit. Donc ça, c'est le premier axe de la réflexion sur ce nouveau modèle de développement. Et le deuxième, c'est affronter les menaces de la conjoncture. Alors les menaces de la conjoncture, c'est que apparemment, la mondialisation, quand je dis apparemment, c'est une certitude, accentue les fractures territoriales. Nous avons un outil qui est la régionalisation avancée. Je ne crois pas que la fiscalité passe à côté d'une réflexion, et je pense de décision, sur la différenciation territoriale de la fiscalité. On va pas, parce que l'idée de dire c'est pas grave, le taux est le même et une partie de la fiscalité va aller dans les équilibres régionaux par une subvention à un fonds interrégional, c'est insuffisant. Il va falloir que la fiscalité aide la création d'emplois et d'opportunités de croissance dans les territoires. Deuxièmement, la fracture sociale. On l'a dit, la mondialisation accentue la fracture sociale et on l'a dit sur les chiffres de croissance de l'emploi, enfin, l'emploi dû au point de croissance, on a un problème. J'ai presque fini. L'environnement durable, mais ça ne concerne pas la fiscalité, on parle d'éco-fiscalité, je voudrais voir ce que ça veut dire. Déjà, on peut appliquer la loi pollueur-payeur, mais l'ampleur des problèmes liés au développement durable et à l'environnement vont au-delà du simple problème des pollueurs. Et enfin, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. En fait, les deux choses très très nouvelles, comme je l'ai dit, c'est les fractures territoriales. Les fractures sociales, elles sont là depuis longtemps, mais ce sont les exigences de la solidarité. Sa Majesté en a parlé. Et probablement là aussi, quand on parle de rétablir, disons, le passé, la rationalisation des actions de solidarité devrait permettre de baisser les nouvelles ponctions, les ponctions supplémentaires à faire sur la richesse nationale pour assurer la solidarité. Mais là encore, je ne crois pas qu'on échappe à une augmentation de la fiscalité pour financer la solidarité. Vous avez vu dans certains pays, on parle de revenus universels, n'est-ce pas? L'objectif du plein emploi devient irréalisable dans la robotisation, l'économie 4.0, ainsi de suite.
probablement que nous allons devoir nous préparer à de nouveaux impôts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas mal d'impôts qui existent déjà, qui sont censés aller vers la solidarité à travers la compensation, et qui ne sont pas suffisamment ciblés. J'ai terminé, Sizoer. Merci. Merci, Sibnehima. Je pense qu'il y a deux dimensions dans ce que vous dites. Il y a bien sûr les équipes des finances publiques, et à la limite, quelque part, un État peut vivre au-dessus de ses moyens. Il y a de l'endettement et c'est les générations futures. Mais il y a aussi un pays qui ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est la balance des paiements et c'est la balance commerciale. Nous sommes un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Nous importons 480 milliards de dirhams. Et donc en face, il y a la question de notre capacité à exporter, à réduire ce déficit. D'où la question des politiques sectorielles. D'aujourd'hui la question, est-ce qu'il faut donner davantage de stimulants à l'industrie? Est-ce qu'il faut aller vers une fiscalité plus favorable pour le secteur industriel? Quels sont nos choix stratégiques? Parce que c'est des questions importantes du point de vue de l'emploi, mais surtout du point de vue de la balance des paiements. Il y a des pays qui ont été en des situations de quasi-faillite sur 2-3 années. Ça se passe très vite quand vous avez des ponctions. Si le pétrole était à $100, on aurait de grandes difficultés. Et donc ça, c'est des questions aussi très importantes du point de vue du choix. Ça ne nous ramène pas aux années 80, parce que depuis les années 80, il y a eu 3 accords de libre-échange. Les États-Unis, la Turquie, l'Europe. Et bien sûr, aujourd'hui, nous consommons l'essentiel de ce qui nous vient d'ailleurs. Il y a quelques années, quand on achetait une voiture, son prix était 30% plus cher, puisqu'il payait des droits de douane. Aujourd'hui, on ne paye plus de droits de douane. Donc ça nous a renforcé notre pouvoir d'achat en termes d'accès à la consommation d'un certain nombre de produits finis. Mais ça a une contrepartie. Il y a une facture, et cette facture-là, il va falloir qu'on la discute de la manière dont il convient, parce qu'elle présuppose une vision globale et cohérente avec des instruments pour arriver à cette compétitivité. Si Khalid, tu as aussi un parcours très riche, mais depuis un certain nombre d'années, tu es plus avec un regard développement régional, collectivité. La fiscalité dans tout ça, comment tu la vois en termes d'enjeux et des perspectives, s'il te plaît? Merci, Zouheir. Moi, je vais partir d'abord du constat que quand on parle de nouveaux modèles de développement, nous n'avons pas encore aujourd'hui de documents, ni de définition. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord un acte fondateur qui est le discours royal d'octobre 2017, et ensuite plusieurs contributions, tables rondes, et qui ont bien sûr été publiées dans la presse et que nous avons pu voir et examiner. Je reviens à l'acte fondateur, celui du discours d'octobre 2017, où Sa Majesté avait demandé au gouvernement, au Parlement, aux différentes instances et institutions de réfléchir à un nouveau modèle de développement. Et Sa Majesté n'avait pas parlé, je rejoins donc Sidris, n'avait pas parlé de développement économique, mais de développement, qui englobe, entre autres, la croissance économique. Et le discours a aussi énuméré les objectifs de ce nouveau modèle par l'expression des besoins des Marocains. Et je cite le discours. Les Marocains ont besoin d'un développement équilibré, équitable, garant de la dignité, générateur de revenus et d'emplois, développement qui contribue à instaurer un climat de tranquillité et de stabilité, qui favorise aussi l'insertion dans la vie familiale, sociale et professionnelle. Les Marocains souhaitent aussi une généralisation de la couverture médicale et l'accès digne à de bons services de santé. Le discours a aussi parlé de justice équitable et efficace et d'administration au service des citoyens et des entreprises, ce qui est beaucoup plus large que la seule thématique de la croissance économique. Et donc ensuite, il y a eu tout un ensemble de contributions et de tables rondes, mais qui ont beaucoup plus focalisé sur la croissance économique. Mais on peut constater qu'il y a quand même une convergence de toutes ces réflexions en termes de diagnostic du modèle développement actuel, mais aussi en termes de propositions. En termes de diagnostic, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le modèle n'est pas suffisamment équilibré ni équitable, que la croissance économique actuelle est à faible contenu en emploi et ne génère pas suffisamment de richesses, que nous avons un chômage endémique des jeunes, et notamment des diplômés, que nous constatons la persistance de l'inégalité sociale, mais aussi des disparités territoriales, que nous avons aussi une politique économique
où nos exportations sont peu compétitives et où il y a aussi une problématique de gouvernance des politiques publiques et notamment au niveau des territoires. Je crois qu'il y a une convergence globalement sur ce diagnostic-là. Et là où la fiscalité peut aider, et ça a été exprimé ce matin par Si Ahmed Chami, et qui a été exprimé donc dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental, d'ailleurs avec le titre La fiscalité comme pilier du modèle de développement, elle peut pallier, corriger un certain nombre de ces dysfonctionnements. Premièrement, en ce qui concerne donc, le rééquilibrage entre la taxation du revenu, et la taxation du travail et la taxation du capital, en réduisant les niches rentières et donner la primauté aux activités économiques créatrices de richesses et d'emplois, et principalement l'industrie. Et enfin, améliorer les recettes. Là aussi, c'est un objectif important. Donc les recettes et le rendement de cette fiscalité pour permettre à la fois à l'État et aux collectivités territoriales de faire face aux besoins de leur territoire et de leur population, et cela en luttant contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale et en élargissant l'assiette fiscale. Merci. Merci, Sir Khalid. Et les chiffres qui ont été avancés ce matin par le ministre délégué Sibou Taïb étaient impressionnants sur les besoins du développement urbain, rural et la mobilisation de ressources nécessaires. Si vous me permettez, maintenant, je vais passer à l'industriel, à celui qui a suivi de très près l'évolution d'un secteur où on produisait un peu pour le marché national et on se trouve aujourd'hui en situation d'exporter 400 000 voitures. C'est une belle histoire. Industrie, modèle de développement, c'est Blahabé, comment vous voyez tout ça? Merci, Chofi. Moi, nous partageons tous les rêves d'Si Chofi de voir un Maroc qui est absolument un bon développement avec un taux de chômage très, très faible et une place importante au niveau industriel et économique dans la région. Le diagnostic, comme ça a été dit, je pense que c'était Sibn Chaboul, parlait que le diagnostic, on le connaît. On le connaît, on travaille là-dessus, on le maîtrise. Et puis, la situation, c'est comment, aujourd'hui, au niveau du diagnostic et au niveau de nos ambitions en tant que pays, avec... nous sommes tous d'accord aussi que le modèle aujourd'hui est arrivé à ses limites. Donc alors là, c'est au niveau de notre propre développement, c'est est-ce que la question qui a été posée, donc la place de la fiscalité dans un modèle de développement, je vais aller vers le côté de l'industrie. L'industrie, mais avant d'aller dans l'industrie, c'est de voir disons que la compétition internationale, parce que là, c'est bien de réfléchir au niveau des investissements, au niveau du développement, au niveau des aides, mais nous avons un système qui a, je pense, une grande faiblesse, c'est la prédominance de l'économie de rente et le recours fréquent à des avantages et privilèges. Et ça c'est une situation qui dérange l'ensemble au niveau des investissements, au niveau du développement, et qui aussi crée au niveau de l'investisseur industriel du Marocain qui a des possibilités pour investir, qui a des moyens et qui pourrait faire des JV dans le cadre d'investissement dans le domaine industriel, et qu'il ne le fait pas parce que là, c'est un avantage. Il a d'autres avantages quand même trop importants pour... C'est Blahabé. Oui. Pourquoi est-ce que dans les zones franches industrielles, on trouve que de l'investissement direct étranger? Alors, c'est une question... il faut revenir... Il y a deux choses. Il y a, premièrement, il y a les étrangers qui ont vu les opportunités du Maroc. Les étrangers, et puis c'est... Je regrette de le dire, il voit beaucoup plus facilement les opportunités que le Marocain. Le Marocain industriel ou le Marocain investisseur, lui, il n'est pas sensible, disons, à l'analyse
rationnelle d'un investissement. C'est-à-dire bon, que ça, c'est plus intéressant et c'est pour ça que, malheureusement, dans les zones industrielles, il y en a 80% des sociétés 80 ou 90 qui sont étrangères. Mais là aussi, c'est que dès qu'on touche l'industrie, il y a aussi une révolution industrielle au niveau mondial. Quand on voit aujourd'hui, tout le monde réfléchit à ces changements. Vous avez la robotisation. Même au Maroc, les industriels étrangers qui ont investi, ils robotisent. Mais le robotisme, ça ne veut pas dire qu'ils suppriment des emplois. Ils robotisent, il y a des changements. C'est que là, on met des robots. Là, il faudrait avoir des techniciens. Il faudrait former des spécialistes de maintenance. Et il y a de nouveaux jobs. Et puis, il y a la question de la formation qui est un élément important. Mais pour revenir aux investissements... Pour revenir, et rapidement, s'il vous plaît, parce que je commence à voir le temps qui nous reste. Oui, il est très peu... Moi, il y a le problème de l'investissement local, et le problème, la question de la simplicité et la facilité, ça a été dit, au niveau de tout ce qui est start-up et tout ce qui est effort à donner au niveau des petites entreprises et des jeunes qui démarrent leur propre entreprise. Merci. Merci Sibla Abbé. C'est un vrai sujet. Je vous ai posé une question difficile, peut-être que je vous ai interrompu le raisonnement, mais bon, c'est une vraie question. Nous avons la chance d'avoir avec nous M. Bert Brice, qui est un expert de l'OCDE, et je vais lui donner la parole avant de revenir vers mes collègues, mais de manière très rapide, parce qu'il est dans une position où il a un regard quasi planétaire, et il va situer un peu la fiscalité marocaine par rapport à ce qui se passe dans le monde. Où en sommes-nous du point de vue de notre système fiscal? Et puis, bien sûr, comment faire pour que la fiscalité soit à même de prendre en charge les défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur Brice, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est un vrai honneur d'être ici. L'OCDE a été invité à fournir un éclairage international sur le système fiscal marocain. Et dans ce cadre, nous avons réalisé un examen de la politique fiscale du Maroc en partenariat avec la Direction des études et des prévisions financières et la Direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances. Et je veux bien remercier les collègues pour la collaboration productive. Ce matin, nous avons déjà entendu plusieurs propositions de réforme très intéressantes et j'espère que je peux ajouter quelques-unes. Donc d'abord, le niveau de pression fiscale au Maroc reste inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE et certains pays comme la Tunisie ou l'Afrique du Sud. Donc, dans ce contexte, nous pensons que la future réforme fiscale devrait viser à accroître les recettes parce que le déficit public reste quand même marqué, le niveau d'endettement public est très élevé et aussi parce que le Maroc devra vraisemblablement faire face à des dépenses fiscales publiques croissantes, en matière d'éducation et de santé. Deuxièmement, il est aussi important de souligner que pour ce niveau de pression fiscale, le PIB par habitant est très très faible. Autrement dit, des autres pays, sont des pays qui ont le même niveau de pression fiscale, réussissent à faire en sorte que la croissance se traduise dans une meilleure croissance et développement. Et donc, il y a des explications différentes. Donc, votre système fiscal, la base est étroite et les taux sont élevés, mais aussi parce qu'il y a un problème avec la qualité de la dépense publique. Cette qualité est encore insuffisante et devra impérativement être améliorée à terme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, je vais immédiatement parler un peu des différents défis que nous avons étudiés. D'abord, le premier défi est de renforcer l'équité fiscale, et ça, celui des individus pour commencer. Au sein du régime de l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs dispositions fiscales qui sont très régressives et qui minent la progressivité du système. C'est le cas, par exemple, de l'abattement pour frais d'emploi ou des déductions pour la constitution d'une épargne retraite. Ce sont les autres revenus qui en bénéficient le plus et en réalité, les taux effectifs d'imposition de l'IR sont largement inférieurs
aux taux marginaux statutaires. Deuxièmement, le plafonnement de certaines cotisations de sécurité sociale est trop bas. Donc là aussi, on peut probablement augmenter le niveau du plafond fixé pour ces cotisations sociales. Le deuxième défi, c'est de soutenir la création d'emplois. Et là, je veux lancer une idée. Donc, pour renforcer la très faible participation des femmes au marché du travail, le Maroc pourrait introduire un crédit d'impôt sur le revenu gagné des femmes salariées qui ont un faible salaire. Donc, ce crédit d'impôt pourrait être obtenu avec un minimum d'heures travaillées dans le secteur formel. Ce crédit peut être remboursable et surtout se réduire progressivement au fur et à mesure de la progression du salaire. Enfin, troisième défi, c'est de renforcer l'investissement privé. Donc, le Maroc mène une politique d'attraction d'IDE, mais toutefois, les pays investisseurs sont moins diversifiés qu'en Turquie ou en Afrique du Sud, par exemple. Donc, il faut se demander que se passe-t-il. D'abord, vous avez un taux marginal d'IS de 31% qui est trop élevé. Pour vous donner l'information, dans l'OCDE, le taux moyen maintenant est 23% environ. Parallèlement, le Maroc a mis en place un taux d'IS réduit de 17,5% pour certains secteurs, donc, dont l'export. Maintenant, ce taux place le Maroc dans une position compétitive. C'est un taux compétitif, tant du point de vue de l'investissement domestique que des IDE. Mais un objectif à moyen terme, c'est de réduire le différentiel entre le taux d'imposition à l'export et pour le marché domestique. Car cela génère beaucoup de distorsions, et nous avons déjà entendu ça. Les entreprises sont plus incitées à se tourner vers l'export que le marché domestique. Merci. Aussi, un dernier point qui est très important, c'est en matière d'IDE, il y a bien sûr aussi les zones franches. Et là, les taux sont très faibles et la réforme des taux dans les zones franches devra se faire en lien avec les évolutions internationales, et notamment de la réforme fiscale américaine qui a mis en place un taxe minimum. Donc la réforme fiscale américaine a mis en place ce qu'ils appellent le GILTI. Et donc le GILTI est en effet une taxe minimum sur les profits des filiales implantées à l'étranger et contrôlées par les maisons mères américaines. Donc ça veut dire, si l'imposition des profits dans les zones franches est trop faible, ça veut dire que s'il y a un taux en dessous de 12 ou 13%, c'est les Américains qui prendront la différence. C'est eux exactement qui vont imposer ces revenus et pas le Maroc. Donc ça veut dire qu'il y a un transfert de recettes fiscales du Maroc vers des autres pays. Et maintenant, il y a des discussions au sein de l'OCDE. Décidément, décidément, ce Trump a de l'appétit qui dépasse ses frontières. Exactement. Il est Trump. Donc, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce regard qui est extrêmement intéressant, parce qu'il est toujours important de pouvoir se comparer aux autres. Et vous confirmez un certain nombre de diagnostics qui ont été présentés aujourd'hui. Cette question d'étroitesse de l'assiette et de niveau de taux d'imposition élevé. Je pense qu'on a déjà de premiers niveaux de recommandation. Il y a un chrono qui est devant moi et on est déjà au rouge. Donc je ne vais pas vous redonner la parole pour des développements, mais je vais vous donner la parole au maximum pour 1 minute chacun. J'attends de chacun de vous une proposition ou deux de mesures qui, de son point de vue, de son parcours, de son regard sur la fiscalité, seraient nécessaires aujourd'hui. Si vous deviez avoir une proposition, laquelle ce serait? Professeur Koma. وحده ولا جوج صافي ثلاثه. En fait, aller vers une fiscalité qui serait un complément à un constat au Maroc, c'est la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail qui est en faveur du capital, alors que l'expérience au niveau international a montré que les pays émergents qui ont réussi, à un certain moment, il y avait un équilibre, ou au contraire, la valeur ajoutée profite
davantage au travail plus qu'au capital, et le travail se transforme par la suite en potentiel de création de valeur. Et donc, s'il y a une proposition, c'est d'essayer d'agir sur ce déséquilibre. Donc agir sur le lien fiscalité-capital-travail, renforcer ou améliorer au profit du travail. Merci. Ce n'est pas une vision de gauche. Excellent. Fawzia, s'il te plaît. C'est un peu une vision de gauche, mais de professeur. Et puis, et de gauche, elle est la bienvenue. Donc, si tu permets, s'échauffer, j'aurais trois propositions. D'abord, il faut une définition claire et précise du rôle de l'État, du rôle de chaque acteur pour le financement du nouveau modèle de développement, de manière à pouvoir opérer un dosage optimal entre les différents atouts des politiques fiscales. L'État, que fait l'État, que fait le secteur privé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et bien sûr aussi une définition du mode de production des biens publics et des services publics, c'est très important. Le deuxième point serait l'institutionnalisation de relations avec l'université pour une meilleure connaissance des mécanismes et des délais de transmission des décisions fiscales. De plus en plus, au niveau des conférences internationales, on entend dire qu'il y a une différence très importante entre l'objectif visé par les décisions fiscales et ce qui se passe sur le terrain. La troisième piste de réflexion serait comment on pourrait assurer une cohérence maximale entre les différentes politiques macroéconomiques. La politique fiscale doit agir dans le sens de la politique économique globale, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, un dernier point que je ne peux m'empêcher d'ajouter, c'est la réflexion aussi sur la dépense publique. Oui, voilà. Absolument. Important. Merci Fawzia. Monsieur Berthe, vous y échapperez pas. Une proposition ou deux? Oui, merci. Donc, parce qu'il y a un lien important entre croissance économique et la participation des femmes dans l'économie. Ah, vous êtes attaché aux femmes? Oui, bien sûr. Excellent, excellent. Parce que le Maroc a un vrai problème. Nous avons un vrai problème. Dans ce cas, je veux souligner. Nous sommes très fiers de nos femmes. Oui, je veux souligner cette idée d'introduire ce crédit d'impôt sur le revenu gagné des femmes dans le secteur formel. Bien sûr, cela ne résoudra pas tous les problèmes, puisqu'il ne toucherait que les femmes dans le secteur formel et salariés, mais quand même, c'est un bon début. Merci, merci. Vous nous expliquerez plus le mécanisme, parce que je pense que ça mérite d'être examiné de plus près. Sdé Khalid, s'il te plaît. Rapidement, 4 propositions, mais en 1 minute, pour améliorer l'équité fiscale. Premièrement, simplifier et rendre plus lisible et casser cette asymétrie du savoir entre les fonctionnaires et les contribuables. Deuxièmement, éduquer les citoyens et les entreprises à l'impôt, à la fiscalité, en informant, en vulgarisant. Troisièmement, rééquilibrer les relations entre l'administration et le contribuable en réduisant le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Il n'est plus possible que nous ayons la même administration qui définit la loi, qui l'applique et qui gère les recours. Il faut un rééquilibrage de ces relations. On pourra améliorer la gouvernance. Et enfin, renforcer les contrôles pour lutter contre l'impunité fiscale. Parce qu'il n'y a pas pire pour quelqu'un de sentir l'inéquité quand il voit lui paye et que plusieurs autres à côté de lui ne payent pas. Et ceci n'encourage pas l'adhésion. Et je termine rapidement par la question du digital pour dire que le numérique, le digital aujourd'hui est une opportunité fabuleuse pour améliorer le rendement du service de l'expression. Mais il ne faut pas oublier que le numérique aussi comporte beaucoup de risques. Aujourd'hui, les bitcoins, les GAFA, aujourd'hui, posent beaucoup de problèmes. Et je pense que le commissaire européen en a parlé tout à l'heure, où il y a beaucoup de richesses qui peuvent passer au-delà des frontières et de la souveraineté fiscale des États. Merci Sdé Khalid. Sibnehima, s'il vous plaît. Très, très rapidement. Donc, je crois aussi qu'il faut profiter du débat sur le modèle de développement pour accentuer les efforts pour aboutir au consentement à l'impôt. On parle de citoyenneté de l'impôt. C'est absolument pas évident que chez nous, les gens pensent que c'est d'être mauvais citoyen que de ne pas payer l'impôt. Il y a peut-être des questions culturelles qu'il faut approfondir. Dans un pays où beaucoup de gens ne veulent pas aller dans les banques, est-ce que l'impôt est plus naturel ou moins naturel que d'aller dans
dans les banques du système moderne. Et la deuxième mesure, c'est faire appliquer les lois. Et quand des lois fiscales sont votées, même on voit la DGI essayer de le faire, et qu'il y a des reculades, l'impact sur la crédibilité de l'État est épouvantable. Donc quitte à faire des lois moins sévères, à les aborder plus intelligemment, à communiquer plus, mais une fois qu'elles sont là, qu'elles soient, et ça répond à la question de la justice fiscale. Ils ont fait de leur mieux pour éviter les reculades, mais d'autres acteurs n'étaient pas au rendez-vous. C'est un autre débat. Sibla Abi, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, 3. Assurer la transparence et l'effectivité de l'application des règles à tous dans le cadre de l'équité et de l'égalité. Deuxièmement, favoriser l'innovation et la montée en charge dans la chaîne de valeur. Et troisièmement, favoriser la sortie de la prédominance de la rente et orienter les avantages et incitations accordées. Là, il y a une quatrième, juste une idée, quand on fait des benchmarks, et on l'a fait, nous, mais dans le privé, c'est de regarder au niveau développement industriel, comme des pays comme l'Irlande, comme la Turquie, qui ont utilisé d'une certaine manière, dans un cadre d'un plan de développement, ils ont utilisé la fiscalité pour développer leur pays. Merci. Merci Sibla Abi. Sibabada, je ne te donnerai pas la parole. Tu es notre fiscaliste. Ce ne sera pas une proposition, c'est un programme que tu as en tête. Donc on aura le programme à la fin avec les assises. Je te remercie. On est dans une position d'écoute depuis 9h30 du matin. Je pense qu'est venu le moment du débat et je redonne la parole à Sidrofi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, dans la double fonction, celle de modérateur, d'avoir bien mené, rondement mené les discussions, mais aussi celle de secrétaire général qui défend ses équipes et ses administrations. C'est comme ça qu'on a besoin de hauts commis de l'État qui maintiennent le cap et évidemment cherchent à garder l'équité. Merci beaucoup aussi, Chorfi. Alors, j'aurais encore besoin de vous, ne bougez pas, puisqu'on va essayer de prendre quelques questions dans la salle. J'ai négocié avec le chef qui nous a préparé le déjeuner de le garder au chaud jusqu'à 14h. On va prendre 2-3 interventions et je vais, comme à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, prendre des questions du fond de la salle. J'ai une demoiselle au fond de la salle avec un micro. Levez bien votre bras, que je vous vois, mademoiselle. Avancez. Voilà. Et vous donnez la parole à un monsieur qui a le bras levé. Voilà. Allez-y. Présentez-vous. Présentez-vous. Mettez-vous debout quand vous voyez Allah yaktar khairak, parce que je ne vous vois pas. Merci. Bismillah. Allah yaktar khairak. غادي نقولها كنت نقولها للجميع. عندنا الإخوان خدامين في لاغيجي دايرين واحد الكاسك. ملي شدوا الميكرو بلا ما تطبلوا فيه باش بغاو يدخلوا لدارهم ودنيهم قادين. راه الميكروات خدامين الله يجازيكم. حنا في 2019 لو خدمتش شي ميكرو نجيب لكم ميكرو خدام. تفضل قدم نفسك. الحبيب بن نطال رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب. مرحبا بك. تنشكرك بعد على الملاحظة وتندير لك واحد الملاحظة. راه استمعنا لبزاف ديال المداخلات إلا مداخلات تهم القطاع الفلاحي رغم الأهمية ديالو. إذن في إطار العدالة الجبائية وفي إطار حياد الضريبة على القيمة المضافة غادي نسولكم لماذا القطاع الفلاحي خارج مجال الضريبة على القيمة المضافة؟ لماذا الضريبة على القيمة المضافة تشكل تكلفة على الفلاح خصوصا صغار الفلاحين؟ سؤال واضح. انتظر الله يرحم والديك. 20% ما تيربحهاش الفلاح. السؤال الثاني تيتعلق كذلك بالعدالة الجبائية. لماذا الفلاح حيت يمشي الأسواق الجملة تيخلص أكثر من 7% رسم محلي باش يولج هذيك الأسواق دون خدمات تقدم له ديك الأسواق؟ تهضروا على العدالة الجبائية. لماذا الفلاح الصغير ملي تيصدر على برا تياخذ البريم اليكسبور تيخلص 2 مرات، غادي يخلص 2 مرات اللي غادي يخلص الفلاح الكبير اللي تيصيفط مباشره. ونتمناو يبقى عندنا الوقت باش ندويو اكثر كان ما يتقال في القطاع الفلاحي واللي هو قطاع مهم وهو حديث التضريب. ونتمناو تعطينا الكلمه. راه سمعنا المقاوله التجاريه نسعوا تنستعملوا السي جي ام وما استعملناش القطاع الفلاحي. شكرا. شكرا. غير شكرا. غادي نطلب من الاخوان الله يكثر خيركم باش نعاود نعطيو واحد الاطار فاش كنشتغلوا.
كنذكر بان كنشتغلوا في الاطار ديال هذه المناظره باش نوضعوا الاسس ديال الخمس سنين المقبله، وماشي فقط شنو غادي نقدروا نديروا في السنه المقبله فيما يخص لا لوا د فينانس اللي غادي تجي في الاخر السنه اللي غنتكلموا عليها من دابا بعض الاسابيع، نبقاو نتحدثوا عليها حتى لاخر السنه. كنبنيو واحد النظام او منظومه اللي كتخص الميدان الجبائي بصفه عامه فيما يخص البلاد. والندوه اللي كنخصوها الان في هذا اللقاء كتخص على العلاقه ما بين النظام الجبائي والطريقه باش يقدر يساهم في النمو او في النموذج اللي غيكون في المستقبل. اذا الله يكثر خيركم باش ما نحرجش المتدخلين اللي معنا ما عندهمش باش يجاوبونا على واحد القطاعات خاصه ولا اخرى. نقدروا نوضعوا كل الاسئله في هذا اللقاء ديال الان، مازال عندنا مشاركه في العشيه وغدا ان شاء الله باش نفتحوا المجال. على كل حال السيد الرئيس شكرا للمداخله ديالك، موضوع مهم طبعا، الفلاحه ما يمكنناش نتخلاو عليها نظرا الدور اللي كتلعب في بلادنا، وغادي من بعد نشوف الا كان شي واحد يقدر يجاوب في القاعه. غادي الا سمحتوا لي ناخذ سؤال من مدينه الداخله. واش معنا مدينه الداخله في لا ريجي؟ عتيق الربع، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة والذهب وعضو بمجلس الجهة. من مدينة الداخلة أولا نشكركم على إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والمواكبة المناظرة عبر هذا اللقاء المباشر. السؤال ديالنا حول الأسس المعتمدة في هذا الورش لخلق نظام جبائي عادل شفاف ومحفز يواكب الخيارات الاستراتيجية لخلق النموذج التنموي الجديد. وشكرا. شكرا. هذا سؤال اللي هو في اطار الموضوع اللي كنتكلموا عليه. غادي نعاود ناخذ سؤال في القاعه. مادموزيل j'ai besoin du micro en face, il y a un monsieur qui lève le bras. Allez-y, allez-y mademoiselle, vous pouvez les bousculer, ils ont l'habitude. Allez-y. تفضل يا سيدي، وخاف من فضلك الله يخليك ونسمع السؤال ديالك باش نشوفوك. تفضل. بسم الله. قدم نفسك. السلام عليكم. شهيد النقابة الوطنية للتجار والمهنيين. مرحبا بك. Premièrement, je voudrais remercier le ministère des Finances, en l'occurrence la Direction générale des impôts, de nous avoir permis d'assister pour la première fois aux assises de fiscalité. Ce que je voudrais demander, parce qu'on a assisté dans des commissions au comité scientifique et on a beaucoup parlé de commerce de proximité, et je reviens sur l'équité fiscale. Oui. Justement, le titre, l'équité fiscale. Ce que je voudrais, parce qu'on a parlé un petit peu de plan quinquennal fiscal, ce qu'on souhaite, c'est que ce programme commence dans la loi de finances 2020. Vous savez qu'est-ce qu'on a vécu durant le mois de janvier. C'est pour cela que je voudrais que ces modifications de ces lois se concrétisent dans la loi de finances 2020. Et merci. Merci. Ok, on va noter ce point, mais évidemment, hein, c'est normal, on a toujours des demandes sur ce qui va arriver tout de suite, et chaque secteur va se... D'abord, merci beaucoup, Omar Habibik. Ce que vous avez vécu en début d'année, on l'a tous vécu. Ça ne concerne pas les uns les autres. Et l'administration, les politiques et les commerçants étaient ensemble pour trouver des solutions. Vous êtes réunis à Marrakech il n'y a pas très longtemps. Et on aura l'occasion de revenir sur ces sujets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourra y revenir demain, certainement le matin, parce qu'on va pouvoir évoquer le sujet. Je vais prendre une question de ce côté, en fond de salle toujours. Allez-y, mademoiselle, passez le micro au monsieur qui est au milieu. C'est Chorfi, vous allez m'aider, vous gardez les sujets, Allah يخليك, comme ça on va voir comment on peut répondre. تفضل سيدي, présentez-vous. نادر محمد, ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. احنا الان في فترة بعد الاستقرار المالي بعد الأزمة المالية, وكما كتعرفوا أن النموذج التنموي اللي دايره الدولة المغربية تقريبا اللي منتهج الخلاصة النيو ليبرالية. انا كنشوف انه في هذه المرحله انه مفروض عندنا نمشيو في خلاصه نيو كينزيا. الدوله تعاود تلعب الدور ديالها الاساسي, خاصه في المواد بحال مثلا الخدمه العموميه, بحال في التعليم مثلا. لا يعقل التعليم مثلا 6% من الناتج الداخلي وتقريبا ما غاديش يكون تعليم نافع. اذا الدوله خصها تعمل في هذا الاتجاه ان كل ما تصرفوا تكون المردوديه قويه باش نمشيو في الاتجاه ديال الكومبيتيتيفيتي. هذه نقطه. اذا النموذج التنموي المغربي خص نموذج
ترجع فيه الدوله بقوه والدوله تكون ريغيلاتور تقريبا تحرص على الانتاج وعلى التوزيع. شنو العلاقه بالنظام الجبائي؟ العلاقه ديالو بالنظام انا كنحاول نتبعك، تفضل. كنشوف كاينه نقطه اخرى، مساله ديال القيمه المضافه. انا ما نكرهش ان القيمه المضافه في التوزيع ديالها يكون واحد التوازن بين الاجور وعائد الراس مال، والضريبه هنا تلعب دورها بحيث تلعب ذاك الدور ديال اعاده الانتاج، لا من خلال مثلا الاجور، من خلال الاجور تعاود توازنها ولا تخدم بالميكانيزمات ديال اعاده الاسترداد، مثلا اعاده الاسترداد ديال المصاريف ديال التعليم ولا ديال الصحه. اذا الضريبه هنا ممكن يكون عندها ذاك لو رول ديستريبيتيف، وهو دور اساسي في اطار الاستراتيجيه الكبيره ديال الدوله باش يكون نموذج تنموي يمكن ليه يكون كومبيتيتيف ويواجه التحديات الكونيه. وشكرا. شكرا. غادي ناخذ سؤال من مدينه طنجه، اخر سؤال لهذه الصبحيه. دابا ما بقيتش كنسمع والو. انت معنا، تفضل. مرحبا بك. هذا السي برنوسي من طنجه كنعرفو. انتوما كتعرفوه. هذا يفي بارتي دو سي نوتابل مونسيوني بار Pierre Moscovici qui ont ce métier spécifique entre les avocats, les experts comptables, les commissaires aux comptes, etc. Vous m'entendez, monsieur Brnossi? Oui, je vous entends très bien. تفضل. Bien, تحية طيبة من غرفة التجارة والصناعة بطنجة. عبد اللطيف البرنوسي, expert comptable. Tout le monde s'accorde sur le fait que la fiscalité est un levier important de la politique économique du pays. Et la politique économique elle-même, elle vise à décliner le modèle de développement choisi sur un consensus politique, social, économique, sociétal, etc. La question est de savoir comment va s'articuler la prochaine loi cadre, qui va être l'émanation des travaux des assises, par rapport à un nouveau modèle de développement qui est toujours en gestation. Wa shukran. Merci. Je vous laisse nous apporter quelques éléments de réponse. Vous avez votre micro. J'ai mon micro, peut-être donner la parole à mes collègues panélistes. Si certains souhaitent apporter des éléments de réponse, professeur Doyen Commode, peut-être sur la question de Dakhla et les questions de l'enseignement. J'aurais un commentaire sur l'enseignement. بالنسبه للاخت ديال الداخله نجاوب بالعربيه. تفضل. لقات السؤال بالعربيه. انا كما قلت قبيله الجامعه ديالنا انخرطت في هذا المشروع ديال التفكير في النموذج الاقتصادي الجديد منذ خطاب الملكي السامي، والان وصلنا الفتره الثالثه من بعد لو سيمبوزيوم اللي عملنا في 2018 والميموراندوم في 2019. عندنا مشروع ديال الجهويه المتقدمه والنموذج الاقتصادي، واخترنا 3 الجهات منهم جهات الداخله comme des régions pilotes. هذا مشروع وطني، يعني وطني qu'on a soumis le CNRST qui a un financement important. Il s'agit d'aller chercher, bon je le dis en arabe, كيف يمكن للجهويه المتقدمه ان تكون رافدا لتمرير ولبناء ولوضع النموذج الاقتصادي الجديد، لأننا نعتبر بأن الجهوية المتقدمة هي ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد. ومن حسن الصدف أن جهة الداخلة هي منطقة، هي جهة اللي تم اعتمادها كجهة اللي إن شاء الله غادي نقوم بها بهذا العمل الجامعي. بالنسبة للأخ اللي يعني بالنسبة للأخ اللي السؤال بالنسبه للدور ديال الدوله، يعني كنظن كما قلتوا يعني الدوله ما كتجردش من المسؤوليه ديالها، ولو ان الاساتذه يعني كلهم قالوا بان المغرب هو دوله ليبراليه، ولكن كنعرفوا بان الليبراليه لا تجرد الدوله من مسؤوليتها ديال التأطيريه والتوجيهيه. اذا الدوله المغربيه ونظامها الضريبي يعني هي مسؤوله على توجيه الاولويات الاقتصاديه، وما كنظنش انه كان يوم من الايام ان وصلنا لواحد المستوى ذاك لو ليبراليزم يعني سوفاج، بان لو ليبر فير
وبان الدوله ما كتلعبش الدور ديالها. كنظن بان الدوله يعني دائما كتقوم بالدور ديالها ويجب ان تقوم به في هذا الاتجاه اللي ولو ان النموذج الاقتصادي الان يمكن الاخوان متفقين بانه ما كاينش واحد الوثيقه يعني اللي موجوده، ولكن توجهات باينه ويعني ما نقترحه كيمشي مع هذه التوجهات كما قلنا قبيله، الفوارق الاجتماعيه، الفوارق المجاليه، وايضا خلق اقتصاد اللي يكون قوي حتى يمكن ان يكون واحد نمو كافي، وايضا ان يكون نمو نوعي من ناحيه خلق مناصب الشغل، وايضا تطور النظام الاقتصادي الى نظام يخلق يعني قيمه مضافه اكثر كتبني على الكفاءات اكثر ما هي كتبني على استغلال يعني الايادي العامله بدون كفاءات. اذا الدوله كنظن بان هذه مساله حتميه ومساله يعني لا مفر منها، بان الدوله كيخص تبقى عندها، وهذا من الضروريات هذا الدور ديال التوجيه وديال التاطير باش يمكن لنا نمشيو في اتجاه تحقيق اهداف النموذج الاقتصادي. شكرا السيد العمده. اعتقد فيما يخص السيد العميد وهذاك العربيه عليها تنهضر بالفرنسيه. السيد العميد عارف شي يطلق لسانه ان شاء الله غادي تجي. لا زعما كاين نقاش ديال الجوده ديال التعليم العمومي، ولكن ما يمكنش الانسان يقول ان الدوله المغربيه ما تعطيش الامكانيات او الموارد اللازمه للتعليم. اكثر من 60 مليار درهم زعما ما كاينش عاوتاني شي منطق اللي يقول في هذه البلاد خص يكون الا تعليم عمومي. لا، كل واحد عنده المكانه ديالو. الاساسي بالنسبه لنا هو انه اصلاح المنظومه التعليميه، يصبح تعليم عمومي من واحد المستوى معين اللي يجعل انه المواطن يفضل يدير ولده يمكن في التعليم ولا بنته في التعليم العمومي على التعليم الخاص، ولكن خص الجوده تكون في هذا المستوى هذا، ولكن الامكانيات هذا لا يناقش. الاخوان واحده ولا جوج ماكسيموم، شكون اللي بغى يدير شي رد الفعل؟ سي بن هيمان فضلك. Sur la question de M. Banoussi qui dit la loi cadre va anticiper des résultats du débat sur le nouveau modèle de développement. C'est vrai. Mais c'est vrai, s'il y a une différenciation territoriale de la fiscalité, elle sera tranchée par le débat sur le modèle de développement. Même chose si on doit faire une baisse de l'assiette fiscale pour ceux qui envoient leurs enfants à l'école privée. Ça ne pourra pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de le mettre dans une loi cadre. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de réflexion. C'est le projet du nouveau modèle de développement qui doit apporter ses réponses. Mais il y a suffisamment de choses et qu'il faut réformer sans attendre des résultats pour que cette loi cadre, elle prenne tout son sens. Mais elle ne va pas tout régler. Merci. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Le débat sur le modèle du développement n'est pas encore entamé dans le sens où il y a une commission qui a été constituée, qui commence à le débattre et à restituer. Mais les contributions sont là. Il y a de larges consensus sur un certain nombre de choses, mais qu'il n'y aura pas d'effet surprise. Nous sommes dans l'amélioration, dans l'affinement, dans la réorientation. Notre souverain a fait 5 ou 6 discours qui ont traité du modèle de développement. On cite toujours le même. Mais il est allé dans le détail de ce qui est attendu en termes de correction d'un certain nombre d'imperfections. Donc aujourd'hui, je pense que le diagnostic est clair. On sait vers quoi on veut aller. Et notre débat aujourd'hui ne remplace pas, ne se substitue pas, mais alimente et participera de cette vision. Nos recommandations seront des propositions et bien entendu, in fine, ce qui sortira de ces recommandations, c'est le législateur qui l'approuvera ou pas dans le cadre de la loi cadre. Et donc le débat national se poursuivra. Maintenant, sur la programmation, Monsieur le ministre a parlé d'une vision d'horizon moyen terme sur 5 ans. Et bien entendu, si la loi cadre était approuvée, elle commencera à se décliner dès la loi de finances 2020. Donc nous n'attendrons pas. Nous aurons le cheminement. Et dans ce cheminement, il y aura déjà un début de mesure en 2020, bien entendu. Merci. Je pense Mesdames, Messieurs, merci beaucoup, Monsieur le J'ai quelques recommandations. Oui. Parce que je pense que quand même, depuis le début de cette matinée, nous avons eu 5 ou 6 discours. Exact. Nous avons eu ce début de débat et il y a un certain nombre d'idées qui ont été avancées. On peut les annoncer de suite? Juste les annoncer comme idées avancées, qui continuera à être approfondies dans le débat. Allez, on les prend. Moi, ce que j'ai retenu des discours, en tous les cas, et de ce qui s'est dit. Ce n'est pas encore des recommandations, parce qu'on n'a pas débattu, mais ça viendra. Ce sont des axes à continuer à discuter. J'ai retenu l'idée qu'il fallait consolider le principe général de la progressivité des taux d'imposition, qu'il fallait garantir la neutralité totale de la TVA en supprimant le butoir, c'est revenu dans plusieurs discours,
qu'il fallait peut-être, c'est une idée qu'a suggéré Sibnima de manière pas très claire, aller vers une remontée vers les taux supérieurs des secteurs protégés, parce qu'on va baisser certains taux, mais peut-être qu'aussi la nécessité de préserver les équilibres supposerait qu'il y ait une remontée vers d'un certain nombre de secteurs protégés, réglementés ou monopolistiques. Il y avait aussi l'idée de la normalisation des taux d'imposition bas. Ça a été évoqué par notre expert OCDE par rapport aux zones franches industrielles et à l'export. Il y a l'idée d'étendre le champ de la TVA à toutes les activités économiques en transformant le hors-champ en exonération ou en taux, si nécessaire. Je crois que c'est une unité importante. Bien sûr, faire converger la fiscalité de l'État et la fiscalité locale, consolider le niveau de la pression fiscale, c'est un débat de fond. Nécessité de procéder à l'élargissement de l'assiette, je pense que c'est une idée qui s'impose aujourd'hui. Il y a l'idée que vous avez évoquée, M. Berthe, à nouveau, c'est flexibiliser, améliorer le régime de l'auto-entrepreneur. Je crois que c'est quelque chose qui est important du point de vue du statut et peut-être même de la possibilité pour l'auto-entrepreneur d'avoir un salarié ou deux. Je pense que c'est une idée qu'il faut creuser et approfondir dans les séances qui suivront. Et puis, engager le mouvement de réduction du taux marginal au fur et à mesure de l'élargissement de l'assiette. Voilà quelques idées, je pense, qu'on aura l'occasion d'approfondir dans les 2 panels cet après-midi, puis demain, de manière à ce que d'ici samedi après-midi, on ait nos recommandations. Merci beaucoup. Cet après-midi, dans 1 heure après le déjeuner, on démarrera sur un panel extrêmement important, fiscalité, compétitivité. Excellent appétit. Merci à vous, madame et messieurs.